Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau live que j'organise aujourd'hui avec Hélène. Donc je suis ravie de faire ce live avec elle et de pouvoir partager sur son expérience d'entrepreneur au féminin. Donc voilà, je vais rajouter Hélène pour qu'elle puisse nous partager tout ça. Normalement, c'est parti. Tu devrais la recevoir, pouvoir te connecter et te joindre à nous. Salut Elsa, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Très bien, très bien. Je suis en pleine forme. Il fait un beau soleil chez moi. Ouais, chez moi aussi, c'est vrai. Alors, on est réunis aujourd'hui pour faire ce live. J'ai trop hâte. Ça va être très sympa. Je crois que c'est ton premier d'ailleurs, si je ne me trompe Oui, c'est pas. mon tout premier. Comment tu te J'en ai jamais fait. sens? Donc, bah écoute, ça va. Je suis ravie. Je te remercie beaucoup de m'avoir invitée. Je trouve ça très chouette de pouvoir en faire un. Et je suis contente que le premier soit avec toi. Ok, super. On va jumper dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux juste nous dire peut-être en intro, même si on va revenir longuement dessus, mais qui tu es en fait? Oui, Qui es-tu, Hélène? alors je m'appelle Hélène. Je suis la gérante de 118 degrés, qui est une pâtisserie événementielle spécialiste du cake design à Saint-Maur-des-Fossés. Et j'accompagne des particuliers et des professionnels dans leurs événements en leur proposant un gâteau d'exception. Waouh, ça donne envie, ça donne faim aussi. Et du coup, nous, on s'est connus en fait dans, j'ai envie de dire, nos vies antérieures, puisque moi, j'étais dans le salariat à 100% et toi aussi. Et, mais tu avais déjà une passion en fait. C'est Du ça. coup, tu avais déjà cette passion de la pâtisserie. Mais qu'est-ce qui t'a donné finalement ce... C'était quoi pour toi l'élément déclencheur qui a fait que tu as dit, bah, je me lance, ça y est. Bah, en fait, ça a été vraiment un cheminement pour Mhm. moi. Initialement, du coup, oui, j'étais dans le salariat, j'étais dans un secteur qui n'a rien à voir avec aujourd'hui parce qu'on s'est connus dans le secteur bancaire. Tout à fait. Et en fait, j'ai toujours eu envie de faire de la pâtisserie, enfin, ces dernières années. Et justement, avant d'entrer dans le secteur bancaire, j'avais postulé dans un lycée hôtelier pour commencer un CAP pâtissier en formation initiale. Et j'ai été prise. Sauf qu'en même temps, j'ai été prise dans le secteur bancaire et du coup, j'en ai parlé un peu avec mon entourage et mes parents m'ont dit non, mais attends, c'est pas du tout le moment. Il vaut mieux que tu aies Mm. de l'expérience dans ton secteur, dans le domaine de tes études, pour ensuite aller vers ta passion. Mais prends d'abord de l'expérience et ensuite tu feras ce que tu voudras. J'ai écouté le conseil de papa et maman et en fait, j'ai avancé dans le secteur bancaire. J'ai fait différentes choses et en fait, à un moment, ça ne m'allait plus. Ça m'allait Mhm. plus, donc j'ai commencé à postuler, à chercher du boulot ailleurs, et je me suis rendu compte que partout où je postulais, bah en fait, ça n'allait pas non plus. Le poste, il était cohérent avec mes compétences, avec mon CV, Mhm. mais j'arrivais pas à y aller. Et du coup, je me suis dit, bah, il serait peut-être temps de se lancer vraiment dans quelque chose qui a du sens pour moi. Mm. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, même si ça n'a pas été simple et fluide du tout. Ça a été un parcours semé d'embûches, mais finalement, j'y suis et je suis épanouie là-dedans. Et il s'est passé combien de temps finalement entre bah, ton début dans le salariat et puis toutes ces péripéties que tu racontes et le jour où tu t'es dit, ça y est, je crée mon entreprise? Ben, il s'est passé plus de 5 ans quand même, hein. Ouais. Je suis restée plus de 5 ans dans ce secteur-là parce que bah c'était pas le moment. En fait, finalement, j'arrêtais pas de retarder le fait de me Mm. lancer et j'ai fini par me lancer. C'est super. Moi, j'adore tous ces passages à l'action. C'est fascinant. Et, euh, et justement, enfin, tu en as un petit peu parlé, mais ton entourage, comment ils ont réagi? Parce qu'au départ, j'ai compris que tu avais déjà un peu cette choix-là, ce chemin-là, et que tu n'y étais pas allé. Parce que voilà, les parents ont souvent raison. Enfin, on écoute souvent les Voilà. mamans plutôt. Et du coup, ils ont réagi comment quand tu leur as dit, mais cette fois-ci, je me lance, j'y vais, je suis mon cœur en fait. Bah en fait, ma famille, ça a été. Finalement, mes parents, ça faisait quand même un moment que je leur en parlais. Et il faut dire la vérité, c'est pas du tout ce qu'ils avaient Mm. projeté pour moi. Moi, j'ai des parents qui sont issus de l'immigration. Pour eux, avoir une fille qui est dans le secteur bancaire, qui est cadre, qui a fait des études en école de commerce, etc., c'est vraiment une énorme réussite. Donc en fait, ils étaient très fiers
que je sois à une place bien définie, bien claire, avec de temps en temps des voyages à l'étranger, etc. C'est exactement ce qu'ils avaient projeté pour moi. Mais ils avaient compris, je pense, au fil du temps, que c'était pas ce qui me faisait vibrer. Et là où je suis vraiment super contente, c'est qu'ils ont réussi à se détacher de ce qu'ils avaient projeté pour moi. Et du coup, ils étaient très emballés au fait que je me lance dans la pâtisserie, d'autant plus que j'ai quand même procrastiné pendant plusieurs années avant de passer à l'acte. Donc, ils savaient que c'était pas sur un coup de tête que je me lançais un peu au pif, etc. Donc, ça a été quand même pour mes parents, mes frères et sœurs aussi. Mhm. Là où j'ai plus de projections de peur, en fait, c'est sur un cercle plus éloigné, notamment de la part de collègues qui D'accord. m'ont dit non mais tu te rends pas compte, en fait tu as de la chance d'être là où tu es à ton âge, d'avoir un poste dans le secteur bancaire, tu te rends pas compte, tu vas rater, tu vas arrêter tout ça. Enfin, c'était plus eux qui projetaient des peurs. Et j'ai un collègue aussi parce que moi j'ai commencé mes démarches vers l'entrepreneuriat à partir de l'année 2020. Et j'en ai un qui m'a dit non mais tu te rends pas compte, c'est pas le moment avec la crise de Covid, etc. Comme si les gens ne mangeaient plus en fait, C'est qu'il y ça. avait plus de commerce alimentaire, enfin, voilà. Et du coup j'ai eu plus des projections de peur de ce profil-là, des collègues quarantenaires, pères de Mm. famille, parce que c'était plutôt des hommes d'ailleurs qui projetaient leur peur sur moi, Intéressant. à me dire non mais t'es complètement folle, faut pas faire ça, etc. Bon bah visiblement oui je suis complètement folle puisque j'y suis allée. Et t'es pas toute seule à être folle, mais en tout cas, bravo pour ce passage à l'action. Mais c'est intéressant de voir que finalement, les peurs, c'est vrai que souvent, elles sont autour du cercle proche, donc les parents, les amis, etc. Parce qu'ils ont peur pour nous, hein, peur que ça marche pas, peur de, voilà, pour plein de raisons. Il y a aussi ce côté que tu as évoqué en disant que c'était un peu finalement la voie royale. Enfin, moi, j'ai ce terme-là parce que mes parents me l'ont souvent dit, Ouais, que c'était la voie royale, voilà, que c'est là où tu veux aller, là où finalement tout le monde a envie que tu ailles, en tout cas ta famille, parce que c'est signe finalement de réussite. Mais en fait, c'était pas ton chemin, donc c'est super intéressant et c'est bravo à toi de t'être réaligné, de t'être dit, bah finalement, mon chemin, c'est pas celui que vous avez projeté pour moi, mais c'est celui que je décide et d'y aller complètement, quoi. Et c'est intéressant de c'est voir ça. que ton cercle plus éloigné, du coup, notamment des hommes, parce que souvent on se dit les hommes, ils y vont, ils n'ont pas peur, ils sont dans l'entrepreneuriat, etc. De voir que finalement c'est un peu ton, je sais pas si je peux te dire ralenti, mais en tout cas injecter ces peurs en te disant que c'est pas le bon moment. Alors ça c'est le Ouais. truc, j'ai envie de dire c'est la pire excuse, même si elle est souvent utilisée, euh, parce qu'en fait il n'y a pas de bon moment. Le Oui, bon moment c'est nous qui le choisissons, donc que ce soit la crise ou quoi. Enfin finalement la crise ça peut être un accélérateur. Donc moi j'estime pas qu'il y ait de bon moment de manière globale. C'est vraiment à nous de décider que c'est le bon moment en fait. ouais, Donc je suis bravo d'accord pour avec tout toi. ça. Et du coup, tu t'es lancé directement, ça a été une rupture nette, tu es passé directement du salariat à l'entrepreneuriat à 100% ou tu as un peu mixé les deux pendant un temps? Alors, en fait, quand j'étais en salariat, j'ai eu un énorme ralentissement de mon activité. Et du coup, j'en ai profité pour pouvoir commencer à poser les bases pour me préparer à l'entrepreneuriat. Mhm. En fait, au début, je m'étais dit que j'allais cumuler les deux, donc faire un side business. Sauf que Ouais. je me rendais compte que ça ne me correspondait pas parce que j'avais le sentiment que en mettant de l'énergie encore dans le salariat, bah justement, je n'ai pas 100% d'énergie à mon projet et que j'étais pas à fond. Et du coup, c'était essentiel pour moi de me dire non, mais je me lance, j'y vais à fond et je mets toutes mes énergies dans mon entreprise. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur mon entreprise, à vouloir clarifier mes personas, ma cible, comment j'allais travailler, avec quel type de produit, Mhm. quels seraient mes fournisseurs, etc. Donc vraiment à poser des bases de business. Et c'est après avoir vraiment fini le salariat que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ok, donc tu as bien distingué les deux, contrairement à moi où j'ai fait justement un side business et où j'ai travaillé à temps plein en salariat et en même temps j'ai lancé le coaching. Mais c'est vrai que c'est très prenant. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais. te demander. C'est pas trop dur du coup de cumuler les deux? Bah, en soi, oui, c'est dur. Après, oui, c'est possible. Je l'ai fait. Il y a plein de gens qui le font et c'est des choix en fait à un moment donné où j'avais besoin de voilà de cette sécurité-là financière. Euh, J'avais besoin de m'assumer plus, de croire plus en mon projet, etc. Avant de me dire bah, j'y vais à fond, j'y vais à 100% parce que j'ai envie
en fait, parce que ça m'anime et parce que c'est hyper important pour moi. Donc j'ai lâché, là, c'est depuis le début d'année, depuis début 2023, mais au départ, j'ai cumulé les deux et c'est vrai que c'est intense. Mais Oui, vaut mieux faire ça que ne pas se lancer en disant j'ai oui, pas le temps et trouver encore des fausses excuses en disant oui, mais j'ai un travail à temps plein. Quand on aime quelque chose, quand on croit en quelque chose, quand on veut vraiment apporter quelque chose, une contribution au monde, en fait, on se met plein d'excuses, on se ralentit, on procrastine, tu l'as dit aussi, mais à un moment, il faut y aller. Après, ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas le temps que tu veux y passer, mais petit à petit, tu construis des briques et tu arrives vers la vie qui t'inspire, en fait. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. oui. Je suis assez alignée avec toi. Et du coup, en termes de peur, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a les peurs des autres, il y a aussi les nôtres. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti comme peur? Qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Alors, j'avais deux grandes peurs qui sont assez, je pense, qui sont à la fois opposées et très liées. J'avais très peur d'échouer et j'avais très peur de réussir, Mhm. en réalité. J'avais très peur d'échouer parce que bah forcément chacun, même si on se blinde et qu'on se dit non mais moi je sais ce que je veux faire et je sais pourquoi je le fais, bah il n'empêche que on évolue dans un écosystème où on a les échos des autres. Donc Ouais. effectivement les paroles des collègues qui te disent non mais attends c'est pas le bon moment, c'est la crise etc. Il y a le Covid, le fait aussi que bah je quitte un peu tout ce Mhm. que j'ai connu pour aller finalement vers l'inconnu. D'autant plus que la pâtisserie, souvent, c'est un métier qui se fait en groupe. Moi, j'ai décidé de travailler seule. Donc, c'est un frein qui était supplémentaire. Donc, j'avais très peur. Je me suis dit, mais si ça se trouve, j'ai pas du tout les reins pour faire ça. J'ai pas du tout les bases pour me lancer, etc. Donc, la peur de l'échec, elle était vraiment très présente. Et j'avais aussi hyper peur de réussir. Ce qui m'a pas mal fait procrastiner en me disant non mais si ça se trouve quand je vais me lancer il va y avoir 150 personnes qui vont m'envoyer un message pour me demander un gâteau et moi je pourrais pas gérer et Mhm. si je me trompe dans les allergènes dans les commandes etc. J'avais très très peur de ça, de pas pouvoir gérer un gros flot de commandes. Alors pour les personnes qui nous regardent, je vous rassure, en général vous n'êtes pas attendu sur le marché par 300 000 personnes qui vont commander vos produits dès C'est la ça. première minute de live de votre site. En général, ça se passe pas comme ça. On n'est pas Nike, on n'est pas voilà. Donc ça va quand même plus doucement. Et du coup, ça a été un long travail sur moi, je pense. Mais je pense qu'en fait, la clé pour travailler ses peurs, c'est un travail sur soi et si besoin aussi de se faire accompagner. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment aider à travailler sur ses peurs, mais aussi globalement sur son business. Mhm. Parce que, en fait, l'accompagnement, ça permet d'avoir un point de vue externe, aidant, qui n'est, moi, je conseille de prendre quelqu'un qui n'est pas, du coup, affilié avec nous, par exemple, pas de pas compter sur sa meilleure amie ou sur son frère ou sur sa mère, parce qu'il y a forcément de l'affect. Quelqu'un qui va t'accompagner à travailler, c'est quelqu'un qui est là pour t'aider à réussir, mais qui n'a pas d'affect dans ton business. Donc en fait, la personne, elle va pas te dire, non mais attends, je t'ai dit n'importe quoi, tu te lances sur tel marché, oui oui, vas-y, fais-le, ça va marcher, Mhm. alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à travailler mes peurs. Parce que du coup, toi, tu t'es fait accompagner pour lancer ton projet? Oui, je me suis fait accompagner par la Chambre de métier et d'artisanat. Mhm. Parce que c'était, je pense, ce qu'il me fallait à ce moment-là, qui m'a aidé à poser les bases, à être vraiment aussi en cohérence avec les normes du marché. Parce qu'en fait, quand on entreprend dans les métiers de bouche, il y a énormément de réglementations. On peut, par exemple, typiquement, on peut pas vendre de gâteaux si on n'a pas de CAP pâtissier. On peut pas vendre de gâteaux si on n'a pas un laboratoire aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur. Il y a énormément de règles à mettre en place. Et en fait, quand on a travaillé dans le secteur bancaire pendant des années, eh ben, on les connaît pas Mhm. forcément, pas toutes dans le détail en tout cas. Et je pense que l'accompagnement, c'est la clé. Ok, donc ce qui t'a aidé finalement à surmonter tes peurs, c'est ce fait de te faire accompagner par la chambre Oui, des métiers. Ok. Est-ce qu'il y ça, et a... puis Ouais, me confronter aussi. Me confronter? confronter parce que tant qu'on est là à se dire ouais mais quand le mois prochain je vais me lancer ça va se passer comme ci comme ça finalement on n'en sait rien Mhm. et tant qu'on n'est pas confronté au marché aux gens etc bah on n'a que des suppositions.
enfin, derrière ça, il y a l'idée que finalement, même si tu as peur, il faut y aller. Et c'est la Oui, définition enfin, du courage et de la confiance en soi. En fait, finalement, c'est même si tu as peur, même si tu doutes, tu y vas. Et c'est en y allant que bah, tu prends confiance, que tu prends plus d'assurance et bah, que tu le fais et que tu le fais aussi de mieux en mieux. Parce que c'est OK de ne oui, pas le faire parfaitement au départ, mais ce qui compte, c'est de se mettre en action et de commencer. J'imagine que ton premier, alors tu es aussi cake designer, donc ton premier cake, il était peut-être pas au niveau, je sais pas, de ce que tu peux faire maintenant. Tu as dû progresser entre le tout début et maintenant, non? oui, oui. Oui, oui, clairement, il y a une nette différence. J'ai pas du tout commencé au top, j'ai pas du tout commencé avec des gâteaux tout droits et tout lisses. J'étais plus sur de la tour de Pise, pas trop bien lissée. Mais après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la formation. Mm. Je pense que globalement, se dire que qu'on va entreprendre et qu'on sait tout, qu'on va réussir parce qu'on connaît le marché, etc. Je pense que c'est foncer dans un mur. Mm. Pour moi, il faut vraiment travailler ses compétences de façon régulière et en fait, encore une fois, se faire aider. Donc, se faire aider, ça a plusieurs formats différents. Et moi, la formation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui m'a permis d'avoir des gâteaux qui sont d'un niveau très supérieur à ce que je faisais avant. Ok. Et du coup, en résumé, tes astuces pour ceux qui ont peur mais qui ont envie de se lancer, tu dirais quoi? S'entourer. Ouais. Je pense que s'entourer, c'est hyper important. Donc, de personnes avec qui on a de l'affect et de personnes aussi avec qui on n'a pas forcément d'affect, donc qui sont plus à distance, qui peuvent plus nous sortir la tête du guidon. Et se faire confiance aussi. Mhm. Je pense que quand on a envie de faire quelque chose, on a forcément des raisons qui sont très personnelles pour le lancer, pour aller de l'avant. Et il faut se confronter. Il faut vraiment se confronter. Et si jamais vous avez peur de lancer une entreprise, de payer l'URSSAF, etc., commencez d'abord un petit comité avec des petites personnes en leur disant, bon, bah, voilà, j'aimerais commercialiser tel produit ou tel service. Est-ce que toi, ça t'intéresserait? Est-ce que tu connais des gens que ça intéresserait, etc. S'assurer que, en fait, il y a des personnes qui seraient Mm. intéressées par ce que vous pouvez faire et commencer, pourquoi pas, avec un petit groupe de personnes et se dire, bon, bah voilà, toi, je te vends un gâteau, fais-moi ton retour, qu'est-ce que tu en as pensé, les saveurs, la texture, etc. Ou bien, je te vends un service, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Mm. Je pense que s'entourer, c'est la clé pour tenir. Ouais. Ce que tu dis, ça me fait penser au fameux test and learn qu'on utilisait pas mal aussi à l'époque C'est dans le vrai. wording. Et c'est vrai que finalement, enfin, c'est pas le même secteur, mais il y a des choses qui sont des choses qu'on a apprises et que tu as apprises notamment dans ce cadre-là, qui te servent toujours. Et c'est vrai que bah, pouvoir tester, apprendre, avoir des retours, avoir des feedbacks et s'améliorer en continu, bah, pour moi, c'est aussi effectivement une des clés de la réussite de Mhm. l'entrepreneuriat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, je suis curieuse de ton nom 118 degrés. Ça a une symbolique, j'imagine. Il y a une explication, il y a un concept derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors 118 degrés, c'est la température à laquelle on cuit le sirop de sucre pour faire une meringue à l'italienne. Hmm. Donc en fait, globalement en France, on utilise trois types de meringues, la française, l'italienne et la suisse. Et l'italienne, elle est réputée pour être la plus technique des trois. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nom-là? Premièrement, parce que quand je vends des macarons, ils sont toujours faits avec une meringue à l'italienne. Je trouve Mhm. que ça permet d'avoir un meilleur résultat visuel, d'avoir des macarons qui sont beaucoup plus aboutis. Et en plus de ça, moi, ce que je voulais surtout pas m'appeler Hélène's Cakes ou les gâteaux d'Hélène ou les saveurs de. Je voulais pas un nom qui était relatif au goût. Je voulais un nom qui était relatif à la technique. Parce qu'en fait, on l'oublie souvent, mais le cake design, une discipline qui est très technique. Euh, on se dit, non, mais attends, les gâteaux à la française, oui, ça c'est très difficile, alors que les gâteaux qui ont un style américain, ils sont plus compliqués. Ils sont plus simples, pardon, pas Hmm. du tout. C'est très technique de faire une pièce montée qui est droite, qui tient et qui va pas intoxiquer tout le monde. Donc, ce que je voulais aussi, c'était Important dire, aussi. voilà, très important. Ce que je voulais, c'était dire, bah non, nous aussi, on fait des choses qui sont techniques, et c'est pour ça que j'ai choisi un nom qui était relatif à une technique. Ok, super. C'est un beau nom, je trouve. C'est original et ça m'a interpellée directement. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as fait des erreurs jusqu'à présent dans ton parcours dont tu voudrais nous parler? Alors, pour
moi, ce qui a été difficile et ce qu'il est encore aujourd'hui, c'est la gestion seule d'une entreprise. Parce qu'en fait, moi, je me rendais pas compte à quel point dans le salariat, ma vie, elle était tranquille. J'arrivais, je faisais ce que j'avais à faire. Quand il y avait des modifications importantes, bah, on m'envoyait un mail pour me dire, attention, il faut modifier telle chose. Ou attention, il y a tel décret qui est entré en vigueur. Donc, en fait, la vie, elle était simple. Je m'asseyais, on me disait ce que j'avais à faire et puis je le faisais dans des délais imposés. Là, en fait, c'est moi qui gère tout. Je suis femme de ménage, je suis secrétaire, je suis juriste, je suis community manager, je suis responsable de la sécurité alimentaire, je suis responsable, je Comptable. suis pâtissière. Enfin, en fait, tu fais tous les postes. Et ça, sincèrement, je trouve qu'en termes de gestion, c'est pas facile. Par exemple, moi, je sais qu'il y a un point d'amélioration énorme que j'ai, c'est la gestion du secrétariat, tout ce qui est téléphone. C'est quelque chose que j'arrive pas forcément à très bien gérer. Et je trouve que c'est difficile de se retrouver dans une situation où tu gères vraiment tous les domaines de ton entreprise. Moi, aujourd'hui, là, je viens de passer en société, donc je suis dans mes premiers mois en Waouh, société. super. Et du coup, moi, je suis pas encore dans mes prévisions, je suis pas encore au stade d'employer quelqu'un. Donc, j'ai pas le choix, je dois tout faire toute seule. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un point de difficulté. Un autre point qui a pu être difficile aussi, c'est de trouver des clients qui sont qualifiés par rapport à ce que je vends. Parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir accès à du cake design, sauf que le cake design, c'est une pratique qui est très différente d'un gâteau de boulangerie et pâtisserie. En boulangerie et pâtisserie, on a un rythme de travail qui est très, très élevé. Et en fait, on sort plusieurs fois les mêmes gâteaux dans un délai qui est assez court parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de machines et du coup, ça nous permet d'avoir une production qui est énorme. Merci, Émilie. Et alors que par contre, quand on est dans le cake design, chaque pièce, bah, elle est faite de mes 10 doigts et ça prend un temps fou. J'ai pas de machine énorme qui me permette de me reposer dessus. La décoration, elle peut pas être faite par une machine. Enfin, il y a plein de choses que je dois faire moi-même qui sont des tâches artisanales et qui prennent du temps. Et en fait, forcément, c'est pas le même level qu'un gâteau boulanger-pâtissier et c'est pas du tout le même tarif. Et du coup, trouver des personnes qui sont en cohérence avec ce travail artisanal qui est très poussé, c'est un point qui a été difficile au début. Parce que il y a beaucoup de gens qui veulent, par exemple, un gâteau personnalisé. Là, j'ai eu le cas hier. J'ai une future mariée qui m'a contactée pour son gâteau de mariage et qui m'a dit qu'elle a 200 invités et qu'elle a un budget de 350 euros. Ben, moi, je peux rien faire pour cette dame-là parce qu'en fait, elle a un budget qui est à peu près le prix d'un macaron. Et du coup, je ne peux pas l'accompagner malheureusement parce que son budget, il n'est pas en cohérence. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens encore qui se rendent pas compte que le cake design, c'est en fait, c'est une prestation de luxe parce que on fait un travail très minutieux, très artisanal sur une pièce sur laquelle on va vraiment passer des heures, voire des jours pour la terminer, pour qu'elle soit parfaite, droite, lisse, belle, équilibrée, et qu'elle soit pas trop sucrée, trop riche, etc. Donc c'est un vrai boulot que les gens parfois ont du mal à monétiser. Intégrer. C'est ça. Oui, j'imagine. Oui, du coup, il faut que tu trouves, on parle souvent de cible idéale, en fait, ta cliente idéale qui valorise tout ça, qui le comprend, qui a aussi les moyens, parce que des fois, on peut comprendre, mais se dire, bah, finalement, mettre, je sais pas, 500 000 euros dans un gâteau, même pour mon mariage, je peux peut-être pas me le permettre, mais il faut trouver Oui, cette cible qui correspond à ce que toi, tu proposes et ce que tu vends. c'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire un peu un ordre d'idée de combien, même si ça change en fonction des quêtes notamment, mais de combien de temps ça peut te prendre justement et un ordre d'idée de prix, parce que je ne sais pas forcément d'ailleurs. Oui, alors moi, je fais des gâteaux à partir de 135 euros. D'accord? Donc, c'est le minimum des gâteaux de 15 parts. Je fais de 15 à 500 convives, donc c'est assez large Mhm. quand même. Et en termes de temps, bah, c'est complètement variable d'une pièce à l'autre parce que typiquement, un gâteau qui va être, par exemple, un naked cake, c'est des gâteaux qui sont quand même assez simples avec les tranches de gâteaux qui sont apparentes. Mhm. C'est un gâteau qui va être assez rapide à faire, alors qu'un gâteau en pâte à sucre avec des fleurs en sucre qui sont faites à la main, bah, rien que faire une fleur, ça prend facilement 1h30, Ah oui. 2 heures. C'est un travail qui est énorme. Oui, oui, c'est très, très long à faire.
Donc, en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, on me dit, ah oui, mais c'est quoi, du coup, l'ordre de prix? Bah, c'est très difficile à dire, puisqu'en fait, chacune de mes prestations est personnalisée. Et en fonction de ce que vous voulez, de votre salle, de votre événement, du nombre de convives, bah, la quantité de travail demandée, elle peut être complètement différente d'une prestation à l'autre. Donc, c'est ça aussi qui est un peu difficile, je pense, parfois, pour les prospects, de réussir à savoir, comment est-ce que je peux les accompagner et pour quel budget. C'est pas toujours simple. Ouais, Il faut vraiment que je me pose. C'est un vrai travail pour moi de me dire, d'accord, ben, tu veux ça, etc. Donc, ça nous amène à telle tranche de prix. ok. Et tu parlais tout à l'heure dans les difficultés, le fait que tu sois multicasquette, hein, comme on l'est toutes dans l'entrepreneuriat, à faire finalement bah, la compta, le community management, tout ce qui est aussi relations de presse, gérer le site internet, etc. Enfin, il y a plein de compétences. Et c'est vrai que quand on se lance, parfois on se rend peut-être pas compte. On pense qu'on va faire finalement notre métier à temps plein. Et que le reste, ça va être annexe. Et en fait, enfin moi j'ai cette impression-là, en tout cas au début, c'est que finalement tu passes presque plus de temps, enfin presque, tu passes même plus de temps quasiment à faire autre chose que de faire ton vrai métier. Je sais pas ce que tu en penses et si tu ressens ça aussi. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Finalement, le temps qui est passé sur la réalisation de gâteaux, elle n'est pas énorme par rapport à toutes les autres tâches. En plus, comme je te disais, les métiers de bouche sont très Mm. réglementés. Donc, tu dois être irréprochable sur l'hygiène. Par exemple, tu dois prendre la température de tes frigos et de ton congélateur, si tu en as un, plusieurs fois par jour. Mm. Tu dois étiqueter tous tes produits, vérifier les dates. Enfin, tu as vraiment énormément de travail administratif dans les métiers de bouche. Et c'est vrai que ça représente un temps qui est conséquent. Et en fait, une grosse partie de mon travail, c'est le suivi de enfin, la traçabilité des Mm. denrées alimentaires, parce que c'est un travail énorme et qui est très rigoureusement inspecté en France. Donc, c'est vraiment une grosse partie du travail. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé avant de me lancer. J'avais pas réalisé à quel point ça me prendrait du temps sur mes Mm. journées de travail. C'est vrai. Après, l'idéal, c'est que tu grossisses de plus en plus et que tu puisses aller après embaucher des expertises spécifiques pour t'aider sur tous ces points-là et que tu te concentres sur ton cœur enfin, sur ton génie en fait, sur ce que tu Ouais, sais faire. c'est très chouette. Je te le souhaite en tout cas. Merci, Elba. Et on dit aussi justement, au-delà du fait d'être multicasquette, que souvent on est seul, on se sent seul en tant qu'entrepreneur, surtout quand on débute en tout cas et qu'on n'a pas d'équipe. Est-ce que tu as ce sentiment, toi, de solitude de ton côté ou pas Alors, forcément? moi, pas spécialement, justement parce que je pense que, encore une fois, l'accompagnement, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Mhm. D'avoir un peu une personne relais qui est externe à ton entreprise que tu peux solliciter. Donc moi, j'ai pas forcément ce sentiment de solitude. Et en plus de ça, j'ai la chance d'avoir plusieurs personnes qui entreprennent dans mon cercle plutôt proche, notamment un ami le pauvre que je sollicite tout le temps. Et mais j'ai de la chance, il en a pas marre, c'est un vrai ami. Donc qui m'a beaucoup aidé à structurer mon entreprise, qui m'aide encore. Et du coup, non, sincèrement, j'ai la chance de pas avoir ce sentiment de solitude là. Ok, c'est vrai que c'est hyper important et moi je le ressens aussi parce que moi j'appartiens à plusieurs réseaux de femmes entrepreneurs et c'est vrai que ça change la vie. C'était pas le cas au tout début parce que du coup bah fallait que je fasse des choix hein, étant aussi en salariat. Mais là j'ai vraiment pris le parti de développer ça, de m'inscrire dans des cercles, de pouvoir aller à des ateliers, des after-work, etc. De vraiment créer des liens, des connexions et ça change la vie parce que sinon, effectivement, on peut avoir le risque de se retrouver un peu seul et face à une question, une difficulté, une période un peu creuse, des Ouais, doutes, de se sentir un peu accablé et solitaire, quoi. Donc, ouais, moi, j'invite toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui souhaitent se lancer à essayer au maximum d'ouvrir leur cercle, de rencontrer d'autres entrepreneurs et de partager, de se donner des bonnes pratiques, des conseils ou juste voilà, d'échanger, en fait. C'est des collègues, finalement même si on ne c'est travaille vrai. pas dans la même entreprise. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais tu vois, après, moi, je sais que pendant la période Covid, etc., je suis beaucoup restée en télétravail, notamment parce que j'habite assez loin de Paris, je trouve. Et du coup,
Pour moi, c'était un peu la suite du télétravail, d'être un peu seule avec mon ordi à gérer mes emails, etc., ou à gérer mon laboratoire. Donc, j'ai pas forcément eu ce sentiment de solitude, mais c'est vrai que les cercles, ça peut beaucoup aider, je Mm. trouve. Parce que en fait, on n'a plus de collègues comme avant, on n'a plus les pauses café, on n'a plus cet échange au quotidien, et c'est vrai que ça change la donne. Mm. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les qualités qui, selon toi, sont importantes pour faire ce type de choses, pour entreprendre? Alors pour moi, déjà, il faut savoir prendre du recul. Mhm. Finalement, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps faire parce que on n'a pas forcément ce réflexe dans la vie personnelle pour tout. Sauf que, par exemple, moi, je vois le rapport à l'argent, par exemple. Quand j'étais salariée, bah, je savais très bien quel montant j'allais avoir à la fin du mois. Je savais que ça allait tomber tous Mm. les mois. Je savais que à telle période, je pouvais prévoir des vacances, etc. Et en fait, quand tu entreprends, bah, tu as des moments où tu as beaucoup de sous, tu as des moments où tu en as un peu moins. C'est beaucoup plus variable. Et du coup, je pense qu'il faut savoir prendre du recul par rapport à ces périodes-là parce que justement, ça fait partie de l'aventure en fait. Mm. Moi, typiquement, pour les paiements que je les reçois très souvent en deux fois. Donc, les personnes me versent un acompte et ensuite elles me versent le solde. Et en fait, tu travailles plus de la même manière. T'as plus le même rapport au temps non plus, Mhm. je trouve. T'as plus le même équilibre vie pro, vie perso. Tu vois plus forcément les choses de la même manière. Donc, pour moi, prendre du recul, euh, c'est la clé en fait. Parce que tout va être différent. Ton rapport à l'argent, ton rapport au temps, ta façon de voir tes amis, ta façon d'avoir des collègues, tu le disais, à travers les cercles, alors que c'est plus les gens qui travaillent avec toi directement. Enfin, tout va être un peu chamboulé et je pense qu'il faut bien se préparer à ça. Mm. Oui, c'est... Et la persévérance aussi, Ouais. la persévérance, parce que je pense que quand on lance un projet entrepreneurial, qu'on va jusqu'à créer une entreprise, etc., on sait pourquoi on le fait. Je pense qu'il y a personne qui a eu un rêve cette nuit et qui est ce matin a créé sa boîte. Ou alors, sinon, il faut se faire accompagner très vite. Mais C'est voilà, sûr. en général, c'est quelque chose qu'on a mûri. Donc, je pense qu'il faut pas lâcher l'affaire, même s'il y a des moments de difficulté, même s'il y a des moments de doute, parce qu'en fait, on sait pourquoi on le fait. Mm. On sait ce qui nous a amené là. On sait quelle puissance on a insufflé à l'entreprise. Donc, je pense que il faut vraiment ne rien lâcher et se dire, ouais, mais je sais pourquoi je l'ai fait et je ne lâche pas l'affaire. C'est hyper important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire bah j'essaye, je me lance, et voilà, tout feu, tout flamme et on essaye et puis on peut se dire au bout d'un moment bah, en fait ça marche pas, j'arrive pas à ce que je veux, etc. Et il y a plein d'entreprises hein, qui se lancent et qui abandonnent, qui font faillite ou autre. C'est vrai que les 3 premières années sont assez clés statistiquement. Mais c'est vrai que pour moi, enfin, cette persévérance, elle est hyper importante et bah, moi, j'essaie de la travailler au quotidien parce que c'est la base. C'est que si tu continues pas à faire des choses, mettre en place des choses, à tomber, à te relever, etc., et à avancer, en fait, forcément, ça va pas marcher. Mais du coup, faut pas lâcher l'affaire, en fait. Il faut Oui, je suis trouver d'accord avec la toi. bonne façon. C'est pas parce qu'il y a une, deux, trois, même 50 façons qui n'ont pas fonctionné que ça ne fonctionnera pas. Oui, Et sinon, tous les grands inventeurs ou autres, en fait, ils seraient arrivés à rien du tout, en fait. Et oui, oui, je suis d'accord avec toi. on le voit dans plein de choses. C'est souvent des essais-erreurs qui amènent à des grandes découvertes, à des grandes réussites. Et j'aime bien prendre l'exemple des enfants. Les enfants, en fait, ils apprennent à marcher et ils tombent, mais je ne sais pas combien de fois, mais un nombre incalculable de fois, en fait. Et bah, à chaque fois, ils se relèvent. Voilà, ils n'ont pas toutes les programmations qu'on a, le regard des autres, etc. En plus, souvent, il y a papa et maman qui sont derrière et qui sont là. Allez, vas-y, t'es tombé, c'est pas grave. Là, c'est le seul moment, en fait, tu as l'impression où tu as le droit de tomber, en fait, où c'est Oui, c'est vrai. autorisé. Et du coup, on t'encourage, etc. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, jusqu'à ce que tu arrives à marcher, en fait. Mm. Et il faudrait que, bah, pour notre vie de tous les jours, mais entrepreneuriale aussi, qu'on arrive à être dans cette dynamique en se disant, je suis tombée, c'est pas grave, je me relève, en Mm. fait. Reconsidérer finalement la vision de l'échec. Je t'ai pas demandé, mais d'ailleurs, c'est quoi pour toi l'échec? C'est une question que j'aime bien poser.
c'est une sacrée question. Pour moi, l'échec, en fait, moi, l'échec, ça m'a beaucoup aidé. Mhm. Je n'ai pas du tout réussi à faire des très beaux gâteaux du premier coup. D'ailleurs, je n'ai pas du tout été habitée par un sentiment que la pâtisserie, c'était inné en moi. Il y a 10 ans, je savais pas faire un gâteau au yaourt. Donc, en fait, je pense que déjà, j'ai appris et j'ai appris vraiment en me cassant les dents Mhm. plusieurs fois. Et là, je te parle des gâteaux, mais je pense que globalement, dans la vie, l'échec, c'est très formateur. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé parce qu'à chaque échec, je me disais, OK, donc là, en fait, telle chose, j'ai pas assez dosé, ou alors j'ai pas eu assez de prise au froid, ou alors, enfin, il y a plein d'explications. Et en fait, à Mhm. chaque fois, j'ai réussi à comprendre de mes échecs ce qui n'allait pas. Et du coup, pour moi, l'échec, c'est un excellent moyen de se former et d'avancer dans la vie. Et je pense que ça fait partie du processus. Enfin, tout Mhm. n'est pas une réussite. Moi, par exemple, initialement, je faisais vraiment tout ce qui était gestion de projets digitaux et parcours de vente en ligne. Et je me rappelle que il y a quelques semaines, j'ai dû me remettre en question par rapport à ce que j'avais prévu, parce que je pensais quand même être en expertise sur tout ce qui était vente en ligne. Et j'ai identifié un problème de mes clients qui était assez gros. Et je l'ai identifié il y a que quelques semaines. Puisqu'en fait, très généralement, les gens m'envoient une demande de devis sur mon site. Et ensuite, ils m'envoient un message sur Instagram. Donc, en fait, ils s'en rendent pas compte. Mais si tout le monde fait ça, moi, j'ai énormément de sollicitations Mhm. à gérer en double. Et du coup, je me suis dit, ils ont un besoin de réassurance et il faut que je mette un email automatique qui leur dit, j'ai bien reçu votre message, Mhm. je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas, etc. Et en fait, comme quoi, et ça, je l'ai vu il y a quelques semaines. Donc en fait, même si on se dit, ah oui, je suis en expertise, etc. Bah non, en fait, Mhm. on continue d'apprendre parce que c'était un pain point pour mes clients que j'ai pas identifié. Et en fait, je pense que c'est un apprentissage continu, l'entrepreneuriat. J'adore ce que tu dis. Je suis obligée d'être d'accord avec ça. Pour moi, la vision de l'échec, alors, j'ai eu cette vision de l'échec très négative il y a plusieurs années, on va dire. Et puis, les choses de la vie, mes réflexions, mon développement personnel et tout ça ont fait que maintenant, j'ai totalement switché. Et comme toi, pour moi, maintenant, l'échec, il est positif puisqu'il permet d'avancer, il permet de se remettre en question, mais dans le bon sens. Pas pour dire, pas s'auto-flageller en disant ce que j'ai fait, c'est nul, ça n'a pas marché, mais de comprendre, comme tu le disais, tester, bah là, j'ai peut-être mal dosé ci, ça, et refaire, et toujours analyser, en fait. L'idée, c'est pas de se planter et de refaire exactement la même chose et de se planter encore et de dire j'y vais. C'est de Ouais, comprendre ce qui n'a pas marché pour pouvoir l'adapter et le faire au mieux. En fait, c'est ça. Et du coup, l'échec, c'est un cadeau parce que ça te permet d'aller vers là où tu veux aller. Si tu n'échoues pas, tu réussis pas, en fait. ouais, je suis d'accord avec toi. Tu es obligé de passer par là, tu es obligé de passer par ces tentatives, par ces échecs et pour arriver à quelque chose de beau qui est ce que tu vises. Mais du Oui, je coup, suis d'accord avec moi, j'encourage les gens à le faire, à se lancer et à essayer, à se tromper, à se relever et être bienveillant aussi avec eux en se disant, déjà, même si je fais quelque chose, je le rate, mais déjà, je l'ai fait. Et déjà, c'est ouf parce que plein de gens se disent, ah, j'aimerais bien, mais ils le font pas. Donc, déjà, toi. passer cette première step de je passe à l'action, tu as déjà perdu plein de monde en chemin, il y a plein de gens qui ne le font pas. Donc, rien que pour ça, Ouais, déjà, félicitez-vous, c'est top. Et après, continuez, analysez, apprenez de vos erreurs et allez voir vos rêves, quoi, en fait. ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, enfin, je sais pas toi, mais moi, le fait d'entreprendre, ça m'a vraiment apporté beaucoup de paix dans ma vie. Ce que je dis souvent à mes amis, c'est que j'ai fait la paix avec le temps, par Mm. exemple. Maintenant, j'ai une gestion. En fait, je me rends compte que j'étais très embarquée dans un rythme qui était évident pour moi, mais qui était du coup externe à ce que je voulais vraiment et qui m'était imposé du coup par Mm. mon employeur en fait. Et aujourd'hui, typiquement, j'ai besoin de souffler parce que j'ai pas le moral. Bah, je vais prendre une demi-journée pour prendre l'air, pour aller passer un moment de qualité avec les gens qui me sont proches. J'ai besoin de mettre un gros coup de boost. Bah, écoute, je vais bosser toute la journée. J'ai besoin d'aller chez le médecin. Il y a un rendez-vous, c'est mardi à 11 heures. Bah, j'y vais mardi à 11 heures. Et tu vois, je ressens beaucoup moins de pression Mhm. que quand j'avais, pourtant, je peux pas dire que j'étais dans un boulot où on mettait une pression de dingue, mais en fait, je ressens vraiment que je suis beaucoup plus en paix avec le temps et avec ma façon de vivre, en fait. Et je trouve que le lifestyle que t'apporte l'entrepreneuriat,
il est d'une qualité, mais alors difficile à égaler. Je partage effectivement tout ce qui est gestion du temps, pouvoir faire ce qu'on veut un peu quand on veut, même si bien sûr on a des objectifs, on doit s'auto-driver soi-même, mais c'est vrai qu'on a des libertés de prendre des demi-journées, de prendre même des vacances à des moments où on le souhaite, de bosser plus tard un jour et puis ne rien faire le lendemain matin. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup et je sens effectivement que j'ai moins de stress que ce que je pouvais avoir quand j'étais dans une vie salariée avec des choses plus intenses et puis des objectifs auxquels tu crois pas forcément Oui, aussi ou tu n'es pas forcément 100% embarqué. Là, en fait, tu bosses pour toi. Donc, oui, ça, ça a une logique totalement différente et comme tu disais, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu sais pourquoi tu le fais. Donc, oui. ça donne vraiment du sens en fait. Ça, c'est une question de sens qui est hyper importante. Et je voulais revenir sur la partie vie pro, vie perso, enfin ton équilibre en fait. Comment se passe cet équilibre-là maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat aujourd'hui pour toi? Alors au début, je m'étais dit non mais moi j'aurai un équilibre vie pro, vie perso au top. J'avais acheté un téléphone pro, un téléphone perso. Je m'étais dit bon bah je réponds à aucun mail après 19 heures, aucun mail avant 9 heures, etc. J'avais calé un rythme carré. Euh, Ça a duré 3 semaines, je crois. Et après, je me suis dit non mais ça ne fonctionne pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que j'étais forcément extrêmement investie dans mon entreprise. Et même si je souhaitais me préserver en me disant, bah, je me coupe des sollicitations pour mon bien-être, bah, j'avais envie de savoir, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont me demander comme gâteau? C'est pour quand? C'est quel type d'événement? J'ai déjà des idées, etc. Donc, pour moi, l'équilibre vie pro, vie perso, et je ne suis pas du tout de bons conseils là-dessus. Clairement, ça m'arrive de travailler très tard, de gérer des emails à 23 heures ou à minuit, etc. Parce que aussi, encore une fois, tu fais un peu la paix avec le temps et Mm. tu peux travailler à des horaires qui sont plus flexibles pour toi. Et le problème aussi quand tu as un métier créatif, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Par exemple, quand je me promène en forêt avec ma chienne, des fois je me dis, ah ouais, mais ça peut être un bon moyen de gérer les volumes, la texture. Enfin, tu vois des feuilles et tu te dis, il faudrait que je réussisse à les reproduire en pâte à sucre. Ça pourrait faire super beau pour tel mariage en juin, etc. Et du coup, bah, tu t'arrêtes un peu jamais de Mm. travailler, je trouve. Parce Ça me que parle ça. tout ton univers est source d'inspiration et tu penses à telle chose et tu dis ah oui non mais tel client il m'avait demandé quelque chose de nature, ben, on va sortir les standards en lui proposant un autre type de fleurs, un autre type de feuilles, etc. Et du coup je trouve que l'équilibre vie pro vie perso quand on entreprend ça n'existe pas Mm. vraiment en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Mais en fait, je pense que ça dépend ce que tu mets derrière le terme équilibre, justement, équilibre pro et perso. Parce que on peut avoir tendance à se dire, en fait, équilibre, il faut que ça soit exactement au même niveau. Oui, Donc ça, c'est une vision, mais déjà, c'est pas forcément celle que je partage. Pour moi, l'équilibre, il est personnel et il y en a qui ont besoin peut-être d'avoir 80% de perso, enfin 80 c'est peut-être beaucoup, mais peu importe, 80% de perso et 20% de pro, ou peu importe, chacun a ses stats, mais pour moi, chacun a son niveau d'équilibre, en fait, qui est important pour lui et qui n'est pas forcément du 50-50. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de... C'est pas, enfin, pour moi, c'est pas parce que, par exemple, tu te balades en forêt ou autre et que tu as des idées que ton équilibre n'est pas respecté. Parce que du moment que ça te fait pas une espèce de charge mentale et que c'est pas painful, en fait, c'est OK. Parce que si c'est agréable, c'est juste une idée qui vient et tu te dis, ah oui, c'est super, je vais faire ça comme gâteau et tout, j'ai trop d'idées, super. C'est une énergie qui est plutôt positive. Même si tu es oui, c'est dans un vrai. moment perso et que tu as une idée pro, pour moi, on reste dans une énergie qui est positive, qui est motivante. Et c'est ça qui est important. Et ce qui est, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, avec l'entrepreneuriat, en tout cas de mon côté, c'est que ça te permet aussi de pouvoir intégrer plus de persos si tu le souhaites, si c'est important pour toi de Oui. pouvoir mieux le gérer. Typiquement, moi, depuis que je suis plus en CDI, je vois beaucoup plus mes amis. En fait, on fait beaucoup plus Mm. de sorties. La semaine dernière, je suis sortie 3 fois dans la semaine. Le truc, enfin, avant, ça m'arrivait jamais, quoi. Donc, j'arrive Ouais. à caser ces moments de détente avec des amis, avec la famille. Je suis partie quelques jours en Bretagne avec mes parents pour aller voir mon grand-père. Voilà, j'ai envie de dire, en pleine semaine, du lundi au jeudi. Enfin, voilà c'est des choses qu'avant je pouvais pas faire en fait. Ouais. Et là, je m'injecte dans les moments où j'en ai besoin, où j'en ai envie, etc. Des moments
des moments perso, des moments plaisir que j'arrive à alimenter avec mon pro, en fait. Ouais. C'est ça, je trouve, qui est super. C'est encore une fois ce rapport au temps avec Mm. lequel tu fais la paix, quoi. Si Mm. tu as besoin d'avoir du temps pour toi, bah tu le prends. Alors que je trouve que moi, en tout cas, quand j'étais dans le salariat, ce temps-là, je pouvais pas le prendre. Il fallait que je demande l'autorisation d'avoir Mm. du temps. Ouais. On se perd dans le perso et le pro, car le perso et le pro est chez nous quand on travaille à domicile. Qu'est-ce que ça C'est vrai, t'inspire? hein. C'est sûr qu'avec le télétravail, on a ce mix, en fait, enfin, qu'on soit salarié ou même quand on est entrepreneur et qu'on bosse de chez soi, ce qui peut arriver aussi, on a ce mix entre pro et perso. Donc, la limite peut être plus difficile finalement à poser. Bah, tu vas dans une entreprise ou même si tu as un cabinet ou autre à l'extérieur de chez toi, c'est plus facile de dire bah, quand je sors, quand je rentre chez moi, c'est bon, c'est fini. Mais quand, par exemple, mon PC là, qui est là à côté, c'est à la fois mon outil de travail et à la fois mon outil perso où je regarde des séries ou autre, c'est plus compliqué. C'est que tu vas être plus tenté de switcher. C'est que tu regardes une série et puis hop, tu vas avoir un message Insta. On va te demander des. Je parle de moi, du coup, on va te demander des infos sur ton accompagnement et du coup, tu vas répondre alors qu'en fait, tu es en train de faire autre chose et que c'est du perso. Donc, C'est vrai. c'est de l'autodiscipline. C'est où est-ce que tu mets la limite? Est-ce que du coup, tu es OK avec ça? Comme je disais tout à l'heure, ça te donne de l'énergie. Donc, c'est cool. Ou en fait, finalement, ça te plombe ton film ou ta série et que ça te prend de l'énergie. Et du coup, auquel cas, bah, mets-toi des règles de j'utilise pas les réseaux sociaux ou autres, je ferme mon écran d'ordinateur. Enfin, voilà, de se cadrer en fait. Je C'est suis de d'accord l'autodiscipline. avec toi parce que le sujet, c'est est-ce que je suis OK avec ça ou est-ce que je le subis? Ouais, Et si tu le subis, c'est qu'il y a un mm, problème finalement. on est Et que d'accord. là, il faut ajuster. Je suis d'accord Ouais. avec toi. Est-ce que tu auras un conseil à nous donner pour les personnes qui peut-être nous regardent là en live ou en replay et qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Alors, faites-vous accompagner par vos proches parce que je pense que mine de rien, le soutien des proches, c'est quand même assez important, même si des fois, il peut y avoir des secteurs où ils comprennent pas exactement ce que vous faites. Ça arrive aussi. Mais Trop bien. ils se disent, mais tu parles avec des gens sur Internet, Non, non, je fais un peu plus que ça. Mais je pense que c'est la clé. Et aussi, prenez quelqu'un qui va être externe à votre activité, qui n'a pas d'affect avec vous et qui va pouvoir vous accompagner sur le chemin, qui va pas faire le Mm. travail à votre place, mais qui va vous aider, qui sera un soutien moral, parce que parfois c'est un peu dur d'en trouver aussi. Et enfin, passez à l'action. Lancez-vous. Parce que en fait, même si vous dites non mais je vais être ridicule, non mais je suis pas légitime, etc. Il y a toujours mieux que soi, il y a toujours pire. Et il y a des gens qui ont même pas le cœur de vos compétences et qui se lancent. Donc en fait, lancez-vous parce que tant qu'on ne teste pas, eh ben on ne sait pas. Et pour savoir si vous allez vous épanouir, si vous allez réussir, si vous allez et puis même la réussite, ça veut dire quoi la réussite? Mais bon bref, pour savoir si vous allez Enfin, lancez-vous, il faut se confronter pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est typiquement le genre de questions que moi j'adore, que je pose beaucoup en coaching. Bah, du coup, c'est quoi? C'est quoi la réussite pour toi? Pour moi, la réussite, bah, je sais pas, c'est peut-être un peu bateau comme réponse, mais c'est être bien, c'est être heureux. En fait, je la fixe pas à me dire j'aurais réussi quand je ferais 100 000 euros par mois, que je serai dans le Forbes, que Macron il se battra pour manger mes gâteaux, etc. J'ai pas forcément ce type d'objectif-là. Pour moi, c'est la réussite déjà, c'est être aligné dans toutes les sphères de sa vie. C'est pas se dire bon bah au travail, je dis n'importe quoi, je vends des armes et je trouve que c'est pas bien, mais c'est juste mon travail. Et du coup le soir quand je rentre, je suis quelqu'un qui est contre les armes. Ben il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, tu as réussi quand tu es heureux et que toutes les sphères de ta vie sont alignées. Et ça, pour moi, c'est la définition de la réussite. Tu me presses les mots de la bouche. J'aime beaucoup cette idée d'alignement. J'en parle souvent aussi, d'être aligné avec qui on est, avec ses valeurs. Et en fait,
C'est vrai que la réussite, c'est un mot générique, hein. Chacun met ce qu'il veut derrière. Et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est vraiment de se poser la question, c'est quoi pour nous la réussite? Quand est-ce on considérera qu'on aura réussi? Dans quelles voilà, circonstances? Effectivement, toi, tu l'as dit, c'est voilà, être aligné dans tous les domaines de vie, ce que je partage assez. Et vraiment s'interroger sur cette question, cette notion de la réussite, et surtout la remettre en cause aussi par rapport à tout ce qu'on a pu nous inculquer quand on était petit, mais pas que, sur justement c'est quoi réussir, Mm. sur le fait d'être à un poste peut-être bancaire ou autre, voilà, qui rapporte de l'argent avec des responsabilités dans une grosse boîte, blablabla. Est-ce qu'on est OK avec ça? Est-ce que ça nous correspond ou est-ce que finalement, on a envie d'autre chose et juste on n'ose pas parce qu'on a peur de ce qu'on va nous dire, on a peur de plus rentrer dans le moule. C'est hyper C'est important vrai. de s'interroger sur ça. Je suis d'accord avec toi et pour moi, il faut faire un gros tri entre les pensées qui nous appartiennent et les pensées qui nous appartiennent pas. Mm. Ce qui a été construit, qui nous a été inculqué, et c'est OK, il y a plein de choses qui sont externes, qui nous ont été inculquées, qui viennent de telle personne ou de tel cercle, etc. C'est obligatoire. Mais après, il faut venir se questionner à se dire, mais est-ce que je suis alignée avec ça? Ou est-ce que finalement, ça m'appartient pas et je le rends à la personne qui me l'a donné? Mm. Tout à fait. J'adore. J'adore. Franchement, interview au top. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très riche. Moi, je me suis éclatée à faire cette interview avec toi. Merci J'espère que toi aussi à d'ailleurs. toi. Oui. J'ai juste deux petites choses pour la fin. Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver pour tous ceux qui voudraient goûter tout ce que tu fais de bon? Alors, sur Instagram, c'est @118.degrés. Je suis aussi sur Facebook, 118 degrés. Je suis sur LinkedIn en mon nom propre, donc Hélène Audou. Et j'ai un site internet, c'est www.118degrés.fr où vous pourrez retrouver des réalisations et aussi plusieurs informations par rapport à mes prestations. Merci, super. N'hésitez pas à aller la contacter. En plus, j'ai goûté à l'époque, mais je suis sûre que du coup, il y a un gap énorme. Il faut que je regoute maintenant tes dernières créations. Mais à l'époque, déjà, c'était très, très bon, je me souviens. Et ce n'était que le Merci. tout début du projet, donc super. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure, un mot de la fin? Lancez-vous, allez-y. Super. Merci beaucoup, Hélène. Je te souhaite Merci. une excellente fin de journée et puis je remets le replay. Bonne journée à tous et n'hésitez pas à commenter, à poser des questions et à aller voir ce que fait Hélène. Merci Elsa, merci de m'avoir invitée et puis à très bientôt. Salut! Salut!